est évident que l'antisémitisme a commencé à faire surface. Des gens qui n'auraient pas osé avouer leur antisémitisme ont commencé à le proclamer, et dans la mesure même où on commençait à s'imprégner des principes allemands, à chercher un rapprochement avec Hitler, une conception d'Europe future où la France et l'Allemagne collaboreraient, il est évident que l'antisémitisme devenait un ciment entre certains éléments allemands et certains éléments français. Alors, bien sûr, Jean Zay et moi, nous avions le malheur d'être juifs. Enfin, moi, j'étais juif. Jean Zay, en réalité, ne l'était qu'en partie. Il était converti, de père converti. Mais enfin, il était, disons, d'origine juive. Ça n'a pas empêché qu'on fasse contre lui la campagne abominable que vous savez, qui s'est terminée, hélas, par son massacre. Avec la victoire du Front populaire, le député du Loiret, Jean Zay, du Parti radical, est nommé en 1936 par Léon Blum ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts. On lui confie aussi la jeunesse et les sports. Jean Zay a 32 ans, son objectif, la culture pour tous. Il lance alors une série de projets visionnaires. La scolarité obligatoire jusqu'à 14 ans, l'invention des bibliobus, l'introduction de l'éducation physique dans les horaires, les activités dirigées, les cantines scolaires, les sorties en plein air. Il a aussi posé les bases du CNRS, du Musée de l'Homme, de la réforme des droits d'auteur et lancé le premier l'idée du Festival de Cannes. Le jour de la déclaration de guerre, Jean Zay, que rien n'oblige, part volontairement sur le front. En mai 1940, après 8 mois d'attente et d'illusions, l'Allemagne envahit les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique. La déroute des armées françaises, l'effondrement du pays, l'exode de 8 millions de Français fuyant l'avancée des troupes allemandes offrent un spectacle de chaos. Le 10 juin 1940, le gouvernement français quitte Paris pour Bordeaux. Les troupes allemandes entrent dans Paris. À Bordeaux, la plus grande confusion règne. Le maréchal Pétain, nouveau président du Conseil, lance sur les ondes un appel à cesser le combat. De Gaulle part aussitôt pour Londres. Le lendemain, le 18 juin 1940, à 22 heures, De Gaulle exhorte les Français à poursuivre le combat. Le 19 juin 1940, sur son petit poste de radio, dans le centre de la France, Jean Zay apprend que les assemblées se réunissent à Bordeaux. Et donc, Jean Zay décide d'accomplir, là pour le coup, son devoir de parlementaire et de rejoindre Bordeaux. Autrement dit, il décide de ne pas de ne pas obéir à l'ordre qui lui a été donné par son général, et c'est-à-dire de se rendre à Saint-Flour, mais parce qu'il est parlementaire, parce que se décident des choses absolument essentielles pour la France, à ce moment-là, il décide de privilégier, en quelque sorte, son devoir de parlementaire sur son devoir militaire et de se rendre à Bordeaux. Lorsqu'il arrive à Bordeaux, se dessine une possibilité. D'accord, les conditions d'armistice ont été demandées, mais l'Empire, lui, n'est pas envahi, et on peut peut-être envisager de poursuivre la lutte en rejoignant l'Empire. Et c'est pour ça que Jean Zay, et avec lui Pierre Mendès France, et avec lui Pierre Viénot, notamment, ainsi qu'une vingtaine d'autres parlementaires, vont s'embarquer sur un bateau qui s'appelle le Massilia, qui est soi-disant protégé, ou en tout cas admis, dont l'idée est admise par le gouvernement du maréchal Pétain, ce qui évidemment est totalement faux. En réalité, Pétain ayant déjà décidé de conclure l'armistice et de rester en France. Et il se trouve donc que ces parlementaires arrivés à Rabat, certains d'entre eux, comme Georges Mandel et Jean Zay, vont être arrêtés
est rapatrié pour être jugé en France à partir d'octobre 1940. Oui, alors vous avez 4 hommes politiques qui sont jugés en 1940. Et la hiérarchie des sanctions est tout à fait caractéristique. Vous avez un obscur qui n'a jamais été ministre et qui est de droite, qui s'appelle Wilzer. Lui, non-lieu. Vous avez ensuite Viennot, qui est démocrate chrétien, qui n'est pas franc-maçon, pas juif, et qui a été secrétaire d'État. Prison avec sursis. Vous avez Mendès France, qui est juif et qui a été secrétaire d'État au budget pendant 1 mois, 6 mois ferme. Et puis vous avez Jean Zay, qui est juif, qui est franc-maçon, qui a été ministre plein du Front populaire, et lui, c'est la détention à perpétuité en enceinte fortifiée. Il y a toujours en France une façon qui est très étrange de minorer l'impact des peines privatives de droit. Il faut bien comprendre que Jean Zay, le 4 octobre 1940, c'est un mort civique, d'accord? Et c'est même plus que ça. C'est un homme qui a été frappé 2 fois de dégradation civique. C'est en réalité un homme qui est mort civil. Il est toujours vivant physiquement. Mais Jean Zay, qui a été le plus long ministre de la Troisième République, 3 ans ministre, ce qui était énorme dans la période d'instabilité parlementaire de la République, qui est le symbole de ce qu'a été le Front populaire dans sa politique concernant l'éducation, eh bien Jean Zay va se retrouver dans la situation suivante. Il ne peut plus voter, il ne peut pas être élu, il ne peut pas transmettre ses biens, il ne peut plus être avocat, il ne peut plus toucher de pension, il ne bénéficie plus de la gratuité des soins. Donc, et s'ajoute comme ça, il ne peut évidemment plus porter ses décorations, il ne peut pas être professeur. Et donc, si vous voulez, vous avez un bloc d'incapacité, de déchéance, d'interdiction professionnelle qui le frappe, qui font que cet homme qui a été l'incarnation de ce qu'est l'homme politique de la Troisième République se trouve avoir, le 4 octobre 1940, moins de droits que le premier citoyen venu en France, et que donc sa personnalité juridique est totalement anéantie pour un crime qu'il n'a évidemment pas commis parce qu'il n'existe que dans la tête de ces juges militaires. Ce jour-là, on a anéanti l'homme politique Jean Zay. Jean Zay est en 1940 le premier condamné politique du régime de Pétain. Né d'un père d'origine juive, laïque, franc-maçon et d'une mère protestante, sa peine est volontairement la même que celle de Dreyfus. Dégradation militaire et déportation à vie à l'île du Diable. Du fait de l'occupation, il est emprisonné en France. Sa femme, Madeleine, s'installe alors près de la maison d'arrêt de Riom. Incarcéré depuis plus de 3 ans, Jean Zay disparaît mystérieusement de sa cellule le 20 juin 1944. Cet agenda, c'est l'agenda que mon père avait en prison, le 20 juin, le jour où les miliciens sont venus le chercher enlevé dans sa prison, on peut dire ça comme ça. Et donc, la date est inscrite à jamais. Lorsque Madeleine Zay apprend la disparition de son mari, elle se rend aussitôt à Vichy et demande un rendez-vous à Pierre Laval, chef du gouvernement. Elle est reçue dès le lendemain, le 21 juin 1944. Où est son mari? Pierre Laval assure ne rien savoir, mais promet de s'informer. Laval interroge Joseph Darnan, secrétaire d'État à l'Intérieur et chef suprême de la milice.
C'est en janvier 1943 que Pierre Laval a créé cette organisation paramilitaire de Vichy et en confie la direction à Joseph Darnand. Darnand demande donc un rapport à ses services sur les conditions de la disparition de Jean Zay. Alors, je cherche un document qui a été établi par Pierre Poinceau, commissaire divisionnaire, sous-directeur des services des renseignements généraux, qui mène la première enquête immédiatement après la disparition de Jean Zay le 22 juin 1944. Voilà ce qu'on peut lire. Devel Charles, 27 ans, français, déclare « Je suis parti le 20 juin 1944 à Riom, accompagné des Francs-Gardes, Desrochemont et Laurent, avec une voiture traction avant, prendre possession du prisonnier Jean Zay interné à la maison d'arrêt pour le transférer à Melun. Un camion qui était arrêté sur le côté gauche de la route démarra et, braquant comme pour prendre sa droite, nous barre la route. Je vis descendre une dizaine d'individus, peut-être davantage, armés de mitraillettes et quelques-uns de mousquetons. Le prisonnier sauta le premier et s'élança dans la direction des assaillants. Dans le même temps, le franc-garde Laurent dirigea son arme sur le fuyard et l'abattit de 3 ou 4 balles. Au cours de cette course, m'étant retourné, il m'a semblé, autant que j'ai pu me rendre compte, que plusieurs individus soulevaient notre prisonnier. La version officielle de Vichy est que des miliciens sont venus chercher Jean Zay à Riom, en indiquant qu'ils le transféraient d'une prison à une autre, de celle de Riom à celle de Melun, et qu'ils ont été pris en fait dans un guet-apens, on peut dire. Le 23 juin 1944, Madeleine Zay revient voir Laval comme prévu. Ce dernier fournit les explications données dans le rapport que lui a transmis le commissaire Poinceau. Jean Zay aurait été enlevé par le maquis. Je me souviens, et je pense que c'est quand même tout de suite après, du moment où ma mère a cherché dans les fermes tout autour de Riom, et nous allions avec elle dans cette campagne. Je ne comprenais pas pourquoi, parce que ma mère ne le disait pas. Le 11 juillet 1944, Laval fait demander à Madame Zay si elle a des nouvelles de son mari. Aucune. Laval déclare à un journaliste « J'ai l'impression que ces salauds de miliciens me cachent quelque chose. » Le 6 août 1944, donc très tard, le maréchal Pétain adresse à Laval, chef du gouvernement et chef de la milice française, la lettre suivante. « Depuis plusieurs mois, de nombreux rapports me signalent l'action néfaste de la milice. Je vous en ai à maintes reprises entretenu et j'espère toujours que des améliorations me seraient signalées, dans les diverses activités de cette police politique. Il n'en est rien. Je n'ignore pas que la milice montre une grande énergie dans la répression du terrorisme, mais cependant, cette courageuse conduite n'excuse pas son attitude générale. J'accepte de croire que les bons éléments dominent dans la milice, mais il ne faut pas oublier que son recrutement a été difficile et qu'il lui a fallu parfois recourir à des enrôlements donnant des garanties discutables. Une importante épuration s'impose. De nombreux cas ont été cités où des miliciens se sont affrontés avec la police officielle, désarmement des policiers ou des gardiens de la paix, non-observation de loi, arrestation arbitraire. J'insiste sur le déplorable effet produit sur des populations qui peuvent dans certains cas comprendre les arrestations opérées par les Allemands, mais qui ne trouveront jamais aucune excuse au fait que des Français livrent à la Gestapo leurs propres compatriotes et travaillent en commun avec elle. Dans un certain domaine plus vaste encore, il semble bien que la milice ait employé des procédés tels que l'opinion publique est maintenant révoltée contre elle partout où elle existe. Des fermes et même des villages entiers ont été incendiés par représailles. Des otages innocents ont été arrêtés, des meurtres commis. Je citerai pour clore cette énumération l'assassinat par la milice de M. Mandel et sans doute de M. Jean Zay. Alors, le sans doute là est effectivement troublant.
Par ces divers procédés, la milice est arrivée à faire régner une atmosphère de terreur policière inconnue jusqu'à présent dans notre pays. Il importe que M. Darnan, secrétaire de la milice et secrétaire d'État à l'intérieur, prenne des mesures urgentes, sinon la France, un jour libérée, verra son territoire transformé en un vaste champ clos de règlement de compte, et les Français feront encore, dans les deux cas, les frais de cette nouvelle guerre fratricide. Vous prendrez les mesures qui s'imposent avant que la milice ne laisse dans l'histoire de France la tâche la plus honteuse de la période troublée que nous traversons. Alors Darnan a une réponse très digne, finalement. Pendant 4 ans, j'ai reçu vos compliments et vos félicitations. Vous m'avez encouragé. Et aujourd'hui, parce que les Américains sont aux portes de Paris, vous commencez à me dire que je vais être la tâche de l'histoire de France? On aurait pu s'y prendre plus tôt. Paris est libéré le 25 août 1944. Entraînés par les nazis en déroute, Pétain et Laval fuient en Allemagne. Jean Zay reste introuvable. Le silence s'abat sur sa disparition. Comment ne pas se résoudre à sa mort? Pourtant, il n'y a pas de corps, donc pas d'obsèques et pas de deuil. Pour toute consolation, la Cour d'appel de Riom rend un arrêt de réhabilitation, cassant la condamnation prononcée à son procès en juin 1940 pour désertion. À la fin de l'année 1944, une information judiciaire est ouverte pour établir les circonstances de la disparition de Jean Zay. À la tête de cette enquête, le commissaire de police, M. Sonnet, qui va auditionner le commissaire Poinceau, alors détenu. Ce dernier avoue qu'il savait que la résistance n'y était pour rien. Il n'en dit pas plus. Le 13 novembre 1944. Sonnet entend l'un des gardiens de la prison de Riom, qui a donc bien connu Jean Zay durant sa détention. Voici ce que nous dit ce gardien, qui s'appelle Maurice Tixier. Ce n'est que le 20 juin 1944, vers 8h30 ou 9h, que Carbonnier s'est présenté à mon bureau, porteur d'une note signée de Baillet, directeur de l'administration pénitentiaire, ordonnant le transfert de M. Jean Zay de la maison d'arrêt de Riom à la maison centrale de Melun. Il m'a donné l'ordre de faire préparer M. Jean Zay, ce que j'ai fait. J'ai accompagné le surveillant dans la cellule du prisonnier, l'ai averti qu'il allait être transféré, et c'est alors qu'il m'a demandé s'il pouvait voir sa famille avant son départ. J'en ai référé à Carbonnier, qui a refusé catégoriquement. Je n'ai pas donné la réponse immédiate à Jean Zay, qui s'est adressé à moi pour la connaître lorsqu'il est entré au bureau porteur de ses valises. J'ai fait comprendre à M. Jean Zay que la direction ne l'avait pas admise. Se tournant vers Carbonnier, M. Jean Zay lui a dit textuellement « Messieurs Blum, Daladier, bien qu'emmenés par les Allemands, ont eu l'autorisation d'embrasser leur famille avant leur départ. » Vers 10h30, 3 miliciens sont arrivés en voiture automobile à la maison d'arrêt de Riom. L'un d'eux est resté au volant et les 2 autres ont pénétré à l'intérieur. Carbonnier a reconnu le plus jeune d'entre eux et je crois bien me souvenir qu'il s'agit du nom de Devel. Le plus âgé était porteur d'un papier identique à celui que m'avait remis le directeur et dont la copie figure à nos archives. Il conservait cette note qui devait sans doute lui servir d'ordre de mission et il a signé la décharge sur le registre d'écrou où vous pourrez trouver son nom.
Les 2 miliciens ont pris en charge M. Janzet et sont sortis avec lui de la maison d'arrêt. Carbonnier et moi-même étions sur le pas de la porte. M. Janzet m'a fait ses adieux en me disant « Au revoir, Monsieur Tixier », tandis que vis-à-vis de Carbonnier, il a dit qu'il laissait certaines personnes avec leur conscience. Monsieur Janzet est monté dans la voiture qui était de couleur sombre. J'ignore s'il s'agit d'une traction avant, mais lorsque sa valise a été mise dans la malle arrière, le couvercle s'est rabattu entièrement. Donc, il y a un ordre de transfert de Janzet de la prison de Riom à la prison de Melun. Et cet ordre, il est signé par le directeur de l'administration pénitentiaire à Paris. Et il est envoyé à la milice. Et quand les miliciens viennent à la prison de Riom, ils montrent au directeur de la prison cet ordre de transfert. Et le directeur de la prison dit « Bon, ben d'accord, je vous le donne ». Et puis il inscrit dans la case « Transféré à Melun ». Et puis, ordre numéro tant du directeur de la prison. Sauf que le directeur de l'administration pénitentiaire, qui est un milicien, a précisé sur ce papier « Le transfert sera exécuté par la milice ». Et c'est-à-dire que le transfert n'est pas assuré par l'administration pénitentiaire, comme ça aurait été normal en temps normal, il est assuré par la milice. Et ça, c'est un ordre d'exécution. En l'état actuel de nos recherches, dit donc Sonnet, il peut être précisé que l'enquête initiale, très incomplète, effectuée par le sieur Poinceau, paraît n'avoir servi qu'à couvrir les agissements de la milice responsable de la disparition de M. Janzet. D'une part, seul le nommé Devel existe en réalité, les identités de Laurent et de De Rochemont étant fausses. Baillet lui-même, qui a ordonné le transfert sur ordre de Clémose et de Darnand, ne doute pas de l'assassinat politique. Après, donc, c'est dans cette incertitude totale où est ma mère, elle se doute bien que quelque chose de grave s'est passé, d'autant plus qu'elle est tenue au courant de la première enquête. Et la première enquête conclut évidemment, puisqu'il y a eu beaucoup de recherches, à l'assassinat. Elle va écrire une lettre au président Mongibaud, qui est le président du tribunal qui juge Pétain, en juillet 1945. Et dans cette lettre, d'abord, elle a demandé à être entendue comme témoin. Ça n'est pas possible du point de vue juridique. Donc, elle écrit une lettre en demandant que le président Mongibaud, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, lise cette lettre. Et dans cette lettre, elle souligne la responsabilité de Pétain dans ce meurtre. Et voilà ce que le président répond, enfin, ce qu'il dit à l'audience du 10 août 1945. La lettre a été envoyée au début août. Le président déclare devant la cour : « J'ai reçu une lettre de Madame Janzet, dont le mari a été exécuté dans les mêmes conditions que Monsieur Georges Mandel. Madame Janzet demandait à être entendue, ou elle demandait tout au moins que je lise sa lettre. Cette lettre, ce qui est assez naturel, contient l'expression de sentiments violents que nous comprenons très bien et auxquels nous nous associons. Mais, comme je ne veux pas donner à cette audience une allure d'ordre un peu passionnée et sentimentale, pour bien montrer que nous rendrons la justice et que nous ne devons pas nous laisser impressionner par des cris de vengeance et de représailles, si justifiés soient-ils, j'ai fait savoir à Madame Janzet que je ne lirai pas sa lettre et que je ne l'entendrai pas. » À la Libération, le commissaire Poinceau, Henri Carbonnier et André Baillet de l'administration pénitentiaire, Raymond Clémose, directeur de cabinet de Darnand, sont condamnés à mort et fusillés quelques mois après. Joseph Darnand est passé par les armes au fort de Châtillon le 10 octobre 1945.
5 jours plus tard, c'est au tour de Pierre Laval. De Gaulle commue la sentence de mort prononcée contre Pétain en réclusion à perpétuité. La Haute Cour de justice ne retient aucun chef d'inculpation concernant Jean Zay contre Darnan, Laval et Pétain. Le 22 septembre 1946, 2 chasseurs domiciliés à Molles et à Cussé, dans l'Allier, battent les fourrés à proximité du Puy du Diable, à la recherche de gibier. Soudain, un chien disparaît dans un trou à la poursuite d'un lapin. L'un des chasseurs se glisse dans l'anfractuosité d'1,50 m de profondeur et aperçoit une chaussure. La gendarmerie de Cussé, avec l'aide des pompiers, fait remonter 2 cadavres, dont un dénudé. La police judiciaire, le procureur de la République, le médecin légiste donnent l'autorisation le soir même d'inhumer les 2 corps au cimetière de Molles, à 13 km de Vichy, avec la mention « inconnu ». Léon Blum, dont José fut le ministre de l'Éducation nationale, lui rend un vibrant hommage lors d'une cérémonie officielle organisée en son honneur. Dans son discours, il fustige les coupables impunis et regrette l'absence de procès. Toute notre enfance, on a assisté des commémorations. Mais la première commémoration, enfin celle qui s'inscrit pour moi le plus fort, est celle de 1947 dans la cour de la Sorbonne. Parce qu'alors là, pour le coup, si vous voulez, familialement, on l'a préparé, je me souviens des préparatifs pour cette commémoration, c'est-à-dire que c'était quelque chose de terriblement officiel, vous voyez, et ma mère mettait son voile noir, qu'elle a d'ailleurs mis tout le temps après la guerre, ce voile noir, cette voilette. Il y avait Léon Blum, il y avait de la musique, il y avait des tentures noires partout, des discours qui me parlaient de mon père, mais ce père, si vous voulez, en 1947, Devel n'avait pas fait ses aveux, on ne savait pas ce qu'il était devenu, donc qu'est-ce qu'on commémorait là? Vous voyez, c'était terriblement tragique et en même temps j'entendais dire de mon père des choses extraordinaires, le héros, l'homme de l'avenir, dont l'œuvre s'inscrivait dans le présent, des choses uniquement positives, mais pour une manifestation qui était terrible, qui était empreinte d'émotion. Et vous voyez, il y a toujours eu cette déséquilibre entre les témoignages positifs et la cruauté de vivre l'absence. Parce que qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 4 années avant d'avoir la certitude que Devel avait assassiné notre père, que de se dire il va revenir, il y a quelque chose là qui se passe, il va revenir. Le juge d'instruction Goletti reprend l'enquête et découvre dans le rapport du commissaire Poinceau le nom de Charles Devel. Le commissaire Gillard et l'inspecteur Petit de la police judiciaire remontent la piste et trouvent les noms des 2 autres miliciens présents lors du transfert de Jean Zay, qui se cachaient sous les pseudonymes de De Rochemont et Laurent. Un mandat d'arrêt est lancé contre eux. L'un d'entre eux, un certain Cordier, a été abattu à la Libération en août 1944. L'autre, Henri Milou, est en fuite. On raconte qu'il tient un salon de thé à Buenos Aires. Le 3e, Charles Devel, 30 ans, marié, avait été coiffeur avant de s'engager dans la milice. Il est recherché pour d'autres faits et a été condamné à mort par contumace pour exaction
séquestrations arbitraires et actes de torture, intelligence avec l'ennemi et port d'armes contre la France. Et voilà sur la photo de Devel la carte qui établit le parcours entrepris par Devel et surtout par ceux qui le poursuivent. En janvier 1947, on retrouve la trace de Devel à Marino, à 30 km de Rome. En février-mars 1947, on traque cette fois Devel à Gênes, Milan et Turin. En juin 1947, on retrouve la piste de Devel à Innsbruck et à Berlin. En février 1948, Devel, réfugié à Naples, s'embarque pour l'Amérique du Sud. Et en mars 1948, Devel, appréhendé à bord du Général Black, est bloqué à l'escale de Colón, près de Panama, puis rapatrié à Brême. La sûreté prend alors livraison de Devel à Baden-Baden. C'est donc une poursuite phénoménale sur 4 ans. Extradé, Charles Devel est renvoyé en France. Ses aveux détaillés lèvent enfin le mystère de la disparition de Jean Zay. Ainsi donc, le matin du 20 juin 1944, le directeur régional de l'administration pénitentiaire, Henri Carbonnier, se rend à la maison d'arrêt de Riom et fait préparer le prisonnier. Un moment plus tard, arrive de Vichy une traction avant où ont pris place 3 miliciens, Cordier, Charles Devel et Henri Milou. Ce dernier signe la levée d'écrou d'un faux nom de Rochemont. Les 3 hommes embarquent Jean Zay. Avant de partir, Henri Milou donne l'ordre au directeur de la maison d'arrêt de couper toute communication pendant 1 heure après leur départ. Jean Zay prend place dans cette voiture avec les 3 miliciens qui le rassurent en se faisant passer pour des résistants déguisés qui vont le mettre en contact avec des éléments du maquis. Avant de partir, il écrit à Madeleine « Je pars de bonne humeur et de force. Je n'ai jamais été si sûr de mon destin. J'ai le cœur et la conscience tranquilles. Je n'ai aucune peur. J'attendrai dans la paix de ma pensée l'heure de vous retrouver tous. » La voiture roule un moment dans la campagne jusqu'au bois de Cussé, près de Vichy, au lieu dit Les Malavots. La Citroën s'arrête. Guidé par les 3 hommes, Jean Zay s'engage dans un étroit chemin de montagne, soi-disant vers le lieu de rendez-vous. Le groupe arrive à la hauteur d'un accident de terrain, la faille dite du Puy du Diable. « Nous allons attendre ici, dit Henri Milou. » Épuisé par l'ascension, Jean Zay s'assied sur une pierre, enlève ses lunettes pour s'éponger le front. Cordier le frappe d'un coup de matraque. Il tombe à genoux. Il se tourne vers les hommes. « Comment, je n'ai pas affaire à des amis ?» Charles Devel l'achève d'une rafale de mitraillette. Les assassins dépouillent le corps de ses vêtements, lui ôtent son alliance et le jettent dans le gouffre. Puis à l'aide d'explosifs, ils provoquent un éboulement. Jean Zay vient d'être assassiné. Pourquoi il tue Jean Zay? Parce que Jean Zay, c'est l'éducation nationale, c'est un milieu absolument important. C'est le Front populaire. Le Front populaire, c'est l'horreur. Et vous vous rendez pas compte, de l'aveuglement de la droite. Vous avez des gens qui, en 1940, se sont réjouis de la défaite en disant c'est bien fait pour le Front populaire. Et sans réaliser que c'était aussi leur défaite et que les Allemands ne demanderaient pas aux uns s'ils étaient pour le Front populaire ou s'ils étaient contre, quand ils voudraient se servir, quand ils voudraient piller, quand ils voudraient fusiller. Le Front populaire est l'objet d'une détestation, d'une haine, pas d'autre terme. En plus, il est juif, donc il fait partie de ces gens sur qui tout est permis. La
reconstitution effectuée sur les lieux du crime en présence de Charles Devel permet de faire enfin le lien avec ces 2 corps non identifiés trouvés 2 ans plus tôt. À quel moment j'ai pris conscience de ce qui s'était passé pour mon père? Tard, en 48, en réalité, quand il y a eu le procès de Devel, et que cette annonce est faite à la radio, il se trouve, et je me souviens alors là aussi du moment très précisément des marches où j'ai entendu cette radio, j'ai entendu à la suite du compte-rendu du procès, que Jean Zay avait été assassiné par Devel. Et à ce moment-là, j'ai questionné ma mère, j'ai dit alors mon père a été assassiné. Je me souviens de ce moment-là, de la prise de conscience, du fait lui-même que c'était irrémédiable, que je ne le verrais plus. Et la nouvelle a été si insupportable, impossible à entendre, que je me suis dit c'est pas possible. Je ne peux pas là l'intégrer tout de suite. Je vais le faire mais demain, mais là dans l'instant c'est pas possible. J'ai eu le sentiment de quelque chose que je ne pouvais pas admettre, qui était intolérable. Ma mère, de 1944 à 1948, n'a rien su exactement, ni des circonstances, ni de l'endroit où il avait été assassiné. Et à ce moment-là va commencer une autre longue marche, j'ai envie de dire, à savoir qu'on sait donc que Devel est un des assassins, les autres sont toujours en fuite, mais finalement, fin 1949, le parquet prend une décision qui est de confier cette affaire à la Cour de justice de Lyon, qui, comme les cours de justice vont être supprimées début 1950, devient le tribunal militaire permanent de Lyon. Et c'est comme ça que Devel va être jugé finalement comme membre de la milice, avec en particulier, mais pas seulement, l'assassinat de Jean Zay, mais dans l'acte d'accusation, il y a tous les actes qu'il a commis comme membre de la milice, dont l'assassinat de Jean Zay. Et conséquence, c'est que d'une part, ma mère ne peut pas se porter partie civile, et à aucun moment on examine d'où vient ce meurtre, qui l'a commandité, qui l'a ordonné, quelles sont les responsabilités. Et c'est là qu'on arrive à ce qu'a été le combat de ma mère, à savoir de faire en sorte que ces responsabilités, les unes après les autres, soient examinées. Là, au cours de ce procès, les faits sont établis, Devel est un exécutant, aucune des responsabilités autres n'est vraiment examinée, mais Floriot, qui est un avocat très habile et qui a tout fait pour retarder au maximum le procès, plaide l'irresponsabilité, en disant, au fond, Devel, c'est un pauvre type qui a été influencé par la propagande d'une extrême violence qui s'est déchaînée depuis le début, et donc il lui faut les circonstances atténuantes. Et il obtient les circonstances atténuantes. Ces anciens miliciens n'avaient non seulement aucun remords, aucun... comment dire... Oui, ils n'avaient ni remords, ni même doute sur leur action. Aucun n'a dit, peut-être ce jour-là, j'ai fait peut-être une connerie, je me suis peut-être trompé. Peut-être que j'aurais pas dû aller à la milice, peut-être que j'aurais dû faire autre chose. Enfin, bref, vous voyez, ils revendiquaient tous leur choix, et plus que ça, ce qu'ils avaient fait, même quand ils avaient participé à des massacres abominables. Et ils étaient tout le temps sur le registre de l'auto-justification
Et ce qui a entraîné d'ailleurs une forme de révisionnisme très, très violent. Charles Devel est condamné en 1953 aux travaux forcés à perpétuité. Sa peine, commuée en détention, lui permet d'être libéré 2 ans plus tard. Ben, si on accepte ceux qui ont été condamnés à mort et exécutés, la plupart des miliciens qui ont été arrêtés ont subi des peines de travaux forcés ou au minimum de prison. Mais dans l'ensemble des cas, ils n'ont pas fait leur temps de travaux forcés. L'ère de l'époque, c'est quand même le moment où De Gaulle essaie de réconcilier les Français. Et voilà, je crois qu'on peut expliquer ça comme ça. Ce qui explique aussi d'ailleurs pourquoi, quand on a élevé des monuments aux victimes de la milice, enfin notamment Jean Zay ou Georges Mandel, on n'a pas inscrit sur ces monuments que c'était la milice qui les avait assassinés. On parle de l'ennemi, les ennemis de la France, ou je sais pas, enfin, il y a des formules très bizarres d'ailleurs, qui sont absolument pas claires. On ne dit pas nommément assassiné par la milice. Au moment où tout ça se passe, l'image de Jean Zay dans la vie politique française est extrêmement, comment dirais-je, estompée. On ne parle plus de Jean Zay. Le problème de Jean Zay, de sa mémoire à ce moment-là, c'est que les 2 grandes mémoires qui se disputent le souvenir de la résistance et des années noires, c'est la mémoire gaullienne, il y a la mémoire de la France libre, des combats, etc., qui n'est pas du tout, qui n'est même pas la mémoire de la France de l'armée de l'ombre. La résistance intérieure, elle est perçue par De Gaulle avant tout sous son aspect militaire, parce que les mouvements passent un peu inaperçus. Puis vous avez la mémoire communiste qui invoque de façon très abusive ces 75 000 militants fusillés par les Allemands. Et puis vous avez une 3e mémoire qui est très active, qui est la mémoire vichysoise, des gens comme Izorni qui pensent que le maréchal Pétain a été maltraité et qui combat à la fois la mémoire gaulienne ou gaulliste et la mémoire communiste. Vous avez cette sorte de triangle infernal. Une mémoire pétainiste, une mémoire communiste et une mémoire gaulliste. Et évidemment, Jean Zay n'a de place dans aucune de ces mémoires. On aurait su en 1944 comment Jean Zay était mort, ça aurait peut-être été tout de suite un martyr. Quelqu'un dont l'image aurait été... Simplement, en 1944, tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas là. Missing, diraient les anglo-saxons. Et quand on retrouve son corps, l'actualité a déjà beaucoup coulé. On est en train d'entrer dans la guerre froide. C'est bientôt le coup de Prague, le blocus de Berlin. On est dans un tout autre contexte. Et dans ce contexte, Jean Zay n'a pas sa place. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les pouvoirs publics, les associations, les partis politiques insistent d'abord et avant tout sur la figure du héros, beaucoup plus que sur la figure de la victime. D'autre part, le rôle de Vichy est minoré. Tous les crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale ont été commis d'abord et avant tout par l'occupant nazi, non par le régime de Vichy, hormis une poignée de misérables. Pour tous ces éléments, le fait que Jean Zay ait été victime politique du régime de Vichy et non héros mort pour la résistance, le fait qu'il ait été tué par des mains françaises et non par des mains allemandes,
Tout cela rend, dans les années 40-50, sans doute, le souvenir de cette personnalité difficile à imposer à l'opinion publique. Alors, les choses changeront dans les années 70-80, parce que, pour tout un ensemble de raisons, le rôle de Vichy est redécouvert à cette période. Et l'importance accordée aux victimes, eh bien, cette importance croît. Mais dans le même temps, lorsque l'on accorde de l'importance aux victimes de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on va déplacer le curseur sur les victimes juives. Et de ce point de vue, Zay n'est pas mort en juif, il est mort d'abord et avant tout en homme politique, me semble-t-il, de la Troisième République et du Front populaire. Et pour cette raison, sa place dans le souvenir commun de la Seconde Guerre mondiale est difficile à caractériser. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est quand on voit la haine accumulée contre Jean Zay, encore une fois, qui est quelque chose qui, à mon avis, est absolument unique contre les hommes de la Troisième République, et qu'on se rend compte de la place marginale qu'occupe Jean Zay dans la mémoire politique contemporaine. Il y a une sorte d'écart qui est quand même tout à fait étrange. Parce que si on voulait un symbole de la République martyrisé, il me semble que c'est vraiment Jean Zay qui devrait absolument l'incarner. Le gouvernement français a eu énormément de mal à reconnaître la place de Vichy dans l'histoire de France. Tout simplement parce que De Gaulle avait affirmé que Vichy n'avait pas d'être et que cette thèse a été reprise, au fond, peu ou prou, par les présidents qui lui ont succédé. Ceci dit, la pression de l'opinion publique pour que le rôle de Vichy soit reconnu a été très forte dans les années 70, mais également dans les années 80. Le pouvoir a plutôt résisté à cette pression sous François Mitterrand. On se souvient que le président de la République avait notamment freiné un certain nombre de procès qui auraient pu être emblématiques. On pense par exemple au procès Bousquet, voire au procès Papon. La véritable rupture se produit donc au moment du septennat de Jacques Chirac. On connaît son discours du Vel-d'Hiv en juillet 1995 où il déclare que Vichy n'est pas un accident dans l'histoire de France, mais que Vichy incarne une certaine réalité de la France. Et à partir du moment où Jacques Chirac prononce ce discours du Vel-d'Hiv, une page est tournée, mais cette page rompt avec l'héritage mémoriel gaulliste, avec le discours que le général de Gaulle tenait sur les années sombres. Je crois que la mémoire de mon père a souffert aussi des mêmes problèmes que la mémoire de Vichy, puisque c'est une affaire franco-française. On est au cœur là, de la fracture profonde de la société française, fracture qui, j'en suis convaincue, n'est pas est toujours là, qui a des effets même, qui travaille la société française encore maintenant. Et je crois qu'on aurait tout intérêt à comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là pour, dans notre présent, arriver à enfin affronter ce passé-là. Le pouvoir politique reconnaît ce que beaucoup de Français jugent évident, à savoir que Vichy a collaboré, que Vichy transcrit, symbolise une certaine réalité française, que Vichy ne tombe pas du ciel, que Vichy s'inscrit au fond dans une histoire nationale. Et cette réalité me semble admise. Sera-t-elle toujours admise ? Réponse, je n'en sais rien, car on peut se demander si on n'avait pas un réveil mémoriel, non des vichistes, non des enfants de vichistes, mais des petits-enfants de vichistes qui, et je le vois à certains livres qui sont publiés, certaines initiatives qui sont prises, certains procès qui sont tenus, qui entendent revenir peut-être sur les années sombres, en jugeant notamment que l'épuration a été trop sévère, que l'épuration a été inique. Donc il va peut-être y avoir un réveil mémoriel de la part des petits-enfants, alors que la génération des parents, voire la génération des enfants, avait peut-être
tenu à une certaine discrétion, à un certain silence. Nous verrons bien. De tous résistants à tous collabos, les légendes noires, roses ou grises de l'occupation se sont écrites jusqu'à aujourd'hui. Pour De Gaulle, la vraie France était à Londres. Pour Pompidou, il faut oublier le temps où les Français ne s'aimaient pas. Pour Giscard d'Estaing, la célébration du 8 mai 1945 doit être supprimée. Pour Mitterrand, la France n'est ni coupable ni responsable d'un crime imputable pour partie à un occupant barbare. Il faudra attendre le 16 juillet 1995 pour que Jacques Chirac reconnaisse la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. Il a dit « La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable ». Pour ceux qui se souviennent de Jean Zay, il symbolise la pensée libre, la jeunesse, la résistance de la première heure, l'intelligence et la culture. Celui qui, si jeune, avait déjà une carrure d'homme d'État. Le corps trouvé aux côtés de Jean Zay au Puy du Diable ne sera jamais identifié.